La France et le Liban d'accord pour évacuer des proches du général Aoun vers Paris, mais des Syriens renforcent le dispositif autour de l'ambassade de France. Michelin accuse un déficit de 2,3 milliards pour 90. Le Bibendum dégonfle ses ambitions de numéro 1 mondial et souffre de la chute du dollar. Les dockers de Dunkerque poursuivent leur mouvement de grève. Les entreprises locales s'essoufflent. Les Solac envisagent d'arrêter 2 hauts fourneaux. Enfin, Formule 1, Prost devant Senna aux essais de Suzuka. Il doit gagner au Japon pour rester dans la course du championnat du monde des pilotes. Bonsoir. La liberté peut-être pour la famille du général Aoun. Elle s'apprête à quitter le Liban pour Paris à bord d'un avion français. Mais le général chrétien est resté, lui, à l'ambassade de France. Il lui sera difficile de sortir. Le gouvernement libanais s'y oppose. L'armée libanaise a d'ailleurs établi un barrage à 100 mètres à peine de la chancellerie. Et la présence à ses côtés de soldats syriens illustre l'attitude de Damas, qui n'entend pas pour l'instant se retirer du Liban. La Syrie est d'autant plus crispée qu'elle est mise en accusation à la suite des massacres de militaires chrétiens. La France a d'ailleurs demandé au secrétaire général de l'ONU d'intervenir. Jean-Marc Pitt. Une centaine de soldats fidèles au général Aoun a-t-elle effectivement été exécutés par l'armée syrienne? Le gouvernement français prétend aujourd'hui ne pas être en mesure de confirmer les informations qui le laissaient entendre. La France n'en a pas moins demandé une intervention immédiate du secrétaire général de l'ONU pour faire la lumière sur ces récits. Pérez Descuellar a aussitôt fait part de sa préoccupation à l'ambassadeur du Liban à l'ONU. Le gouvernement libanais a opposé un démenti catégorique à cette émotion internationale. Albert Mansour, le ministre libanais de la Défense, a proposé une nouvelle version des faits. Il ne s'agirait plus d'exécution à froid, mais de double massacre. Juste après avoir donné l'ordre de cesser le feu, Michel Aoun aurait donné à ses troupes les plus fidèles un contre-ordre, tenir encore 3 heures. Les Syriens se seraient donc heurtés à une résistance inattendue. Ils auraient alors subi de lourdes pertes avant de répliquer violemment. Malgré les tensions provoquées par cette affaire, les gouvernements français et libanais sont parvenus à un accord pour évacuer vers Paris les proches du général Aoun. Sa femme et ses 3 filles, ainsi que 12 autres personnes, ont quitté ce soir l'ambassade de France à Beyrouth pour gagner l'aéroport international. Ils devraient embarquer à bord de 2 avions spéciaux français. Et l'émotion suscitée en France s'amplifie notamment au sein de la classe politique. Beaucoup de réactions en effet dans la classe politique. Condamnation avec la déclaration de Jean Popren. Le ministre chargé des relations avec le Parlement a qualifié le massacre des officiers libanais d'horrible et de politiquement inacceptable. Condamnation encore avec 1 minute de silence demandée par Bernard Stasi à la Convention nationale du CDS. Condamnation toujours de François Léotard, reçu ce matin par François Mitterrand à l'Élysée. Le président du PR a une nouvelle fois contesté la légitimité du gouvernement en place au Liban. Il a demandé la tenue d'élections libres le plus rapidement possible. Condamnation enfin de Charles Pasqua pour le RPR. Notre invité ce soir, Michel Vauzel, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci d'être là parce que vous revenez à l'instant de l'aéroport de Roissy, c'est-à-dire de Damas. Alors, quelles sont les informations que vous avez recueillies là-bas à Damas? D'abord, je voudrais dire que j'étais à Damas avec M. Langagne, ancien ministre, pour une mission d'information sur les affaires du Golfe. La commission des affaires étrangères que je préside avait décidé en effet l'envoi de plusieurs missions dans les pays du Golfe. J'étais donc là-bas pour le Golfe. Et je me suis trouvé là-bas avec M. Langagne à un moment où en effet il y avait les événements que vous savez et dont nous découvrons l'horreur heure par heure, dès lors que des témoignages nous apportent des précisions sur le drame qu'a vécu une nouvelle fois le peuple libanais. Nous avons donc interrogé les dirigeants syriens, le vice-président Haddam, le ministre Shara, ministre des Affaires étrangères, pour savoir quelle était l'attitude de la Syrie dans cette affaire. Et nous avons obtenu d'abord une première précision, c'est que la Syrie s'engageait à appliquer l'intégralité du processus prévu par les accords de Taïf. Les accords de Taïf sont des accords qui sont intervenus entre les représentants du peuple libanais, les représentants de la communauté arabe et qui ont été soutenus par la communauté internationale. Le président de la République, François Mitterrand, a d'ailleurs donné son appui à cette procédure et les Syriens ont bien réagi par rapport à ce qu'a dit le président Mitterrand. Oui, mais ce n'est pas l'impression qu'il nous donne en ce moment. Il y a des Syriens autour de l'ambassade de France. Alors, en ce qui concerne les événements, ce qui m'a été dit donc du côté syrien, c'est qu'on s'en tiendrait à l'application des accords de Taïf, qui suppose donc la réduction des milices et leur disparition, le retrait des troupes étrangères, des élections libres, bref, le retour à l'intégrité et à la liberté du Liban. Dans quel délai? Dans quel délai? Alors, à l'heure présente, naturellement, nous sommes en plein drame. Et par conséquent, ceci, c'est le déroulement des choses telles que les Syriens se sont engagés à respecter. En ce qui concerne le général Aoun, nous avons naturellement interrogé les Syriens.
Et les dirigeants syriens nous ont répondu qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient, comme je l'ai déjà dit, à ce que le général Aoun bénéficie de l'asile politique qu'il a demandé à la France et que la France lui a accordé. Mais ce n'est pas ce que dit le gouvernement libanais, qui s'oppose à la sortie du général Aoun. Alors, Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie de la part de Damas, pour parler d'une manière moins diplomatique, Michel Vauzel? Non, non, je ne parle pas de manière diplomatique. Je crois qu'il faut bien voir les choses telles qu'elles se présentent. Nous pouvons ici faire des déclarations à Paris, et je crois qu'elles sont nécessaires par rapport à l'horreur de ce qui se passe et de ce qui s'est passé au Liban. Mais nous devons être complètement responsables. Or, la Syrie a des responsabilités qui ont été reconnues par les accords de Taïf et par la communauté arabe et la communauté internationale, par le gouvernement légal du Liban. Nous devons naturellement obtenir des assurances de la Syrie et nous allons maintenant observer la Syrie dans les engagements, dans le respect des engagements qu'elle vient de prendre. Est-ce que les dirigeants syriens que vous avez rencontrés ont exprimé des regrets à la suite de l'exécution des officiers chrétiens libanais? Nous avons en ce moment, heure par heure, nous recevons les nouvelles que vous savez, que nous condamnons formellement. Le Liban est notre ami. Et je crois que la meilleure façon de le servir, c'est en effet de faire en sorte que la situation actuelle soit condamnée, qu'elle cesse et qu'on connaisse les responsables. Mais également que cette situation telle que le malheureux Liban l'a connue ces jours derniers ne puisse plus se reproduire. Et pour que cette situation ne puisse plus se reproduire, il faut que les accords de Taïf soient appliqués. Donc à partir de maintenant, comme l'a dit le Premier ministre libanais, eh bien le compte à rebours est commencé pour la disparition des milices et pour le rétablissement de la liberté au Liban. Un mot sur la crise du Golfe. À votre avis, le risque de confrontation existe-t-il toujours? Le risque de confrontation est entre les mains de quelqu'un qui a déclenché une logique de guerre et qui est Saddam Hussein. Est-ce que vous pouvez savoir ce qu'il y a dans la tête de Saddam Hussein aujourd'hui? Moi, je ne le sais pas. Et ce que je sais simplement, c'est que nous devons resserrer un embargo qui est devenu de fait un blocus. C'est ce que fait en ce moment l'armée française et d'ailleurs également l'armée syrienne. Merci Michel Vauzel d'être venu aussi vite à votre retour de Damas. En tout cas, ce risque de confrontation est pris au sérieux par Israël. Israël, où l'inquiétude subsiste, notamment par rapport à une attaque chimique. Depuis le début de la semaine, 1 million de masques à gaz ont en effet été distribués aux civils en Israël. Toutes les grandes villes ont été approvisionnées et la distribution s'est faite dans le calme avec une explication de fonctionnement à chaque fois. Reportage à Jérusalem de Marc Mémon et Philippe Jassin. Ramot Eshkol, ce quartier du nord-est de Jérusalem, a été construit en 1968 dans ce secteur qui, avant la guerre des 6 jours, était placé sous souveraineté jordanienne. La distribution va bon train. C'est dans les écoles, ici l'école Pardes, fermée aux élèves l'après-midi, que les habitants sont convoqués par ordre alphabétique, jusqu'à 22 h. L'armée coordonne l'opération. Tous les réservistes ont été mobilisés pour expliquer l'utilisation des masques à gaz. Cette laborantine est venue avec ses 3 enfants retirer le matériel. Certes, elle est un peu impressionnée, mais elle est complètement d'accord avec l'initiative du gouvernement. Elle espère seulement qu'avec ses enfants, elle n'aura pas à utiliser ces masques à gaz. Peu d'affluence malgré tout dans ce bureau où la distribution s'effectue dans le plus grand calme. On ne peut rien dire. On ne sait pas, personne ne sait. Alors on se prépare. Mais vous êtes inquiète? Moi personnellement, non. Pourquoi? Je suis à l'armée maintenant, donc je connais exactement ce qui se passe, toute la situation, et puis ça va. Les Palestiniens de Jérusalem-Est et des territoires occupés qui le désirent pourront acheter leurs masques à gaz. Les Israéliens, eux, l'auront reçu gratuitement, le coût du matériel distribué étant directement intégré à leurs impôts. La crise du Golfe a évidemment des conséquences sur les économies de tous les pays et sur l'économie française, mais des conséquences adoucies par l'affaiblissement du dollar qui approche la barre des 5 francs. Et par rapport à l'année dernière, le billet vert a perdu 20% de sa valeur, une baisse qui tombe à point pour les finances de la France. La facture du pétrole payée en dollars s'en trouve allégée, mais en revanche, la chute du dollar pourrait avoir d'autres conséquences beaucoup moins agréables pour les exportations françaises. Explication de Claude Guénaud. Depuis juillet, le prix du pétrole a doublé, passant de 17 à 37 dollars. Depuis juillet aussi, dans le même temps, le dollar est tombé de 5,50 francs à près de 5 francs, soit une dévaluation de 10%. Un allègement pour la facture énergétique, mais pas suffisant pour effacer le choc pétrolier. Avec la baisse du dollar, le choc pétrolier ne disparaît pas. Il reste quand même encore un alourdissement très net de notre facture énergétique, à peu près une multiplication des prix par un peu moins de 2. Au total, si l'on considère l'ensemble des importations françaises libellées en monnaie américaine, la dévaluation du dollar représente tout de même une économie de 30 milliards de francs. Et 30 milliards de francs, c'est déjà la moitié du surcoût induit par la hausse du pétrole.
Certaines multinationales françaises gagnent aussi au change. Saint-Gobain, par exemple, a racheté en juin dernier Norton, une entreprise américaine. La baisse du dollar lui fait gagner 1 milliard de francs. En ce qui concerne Norton, par exemple, ça portait sur 1,5 milliard de dollars. Nos calculs, évidemment, portaient à l'époque sur un dollar à 5,7 francs. Et maintenant, nous sommes à près de 5. Par conséquent, ça fait une économie substantielle. Mais si la chute du dollar profite dans l'immédiat à l'économie française, cet avantage va rapidement se transformer en handicap pour les exportateurs. Parce que nous vendons, même en Europe, de l'aluminium, le prix directeur est un prix de dollar. Et par conséquent, si le dollar baisse, nos prix de vente baissent, alors que nos coûts en francs ou en Deutsche Mark ne baissent pas. Il faut savoir qu'après la baisse récente du dollar, eh bien, les coûts de l'heure de travail en France sont maintenant de 25% supérieurs au coût de l'heure de travail aux États-Unis. Et ça signifie bien que les entreprises américaines sont extrêmement compétitives vis-à-vis des européennes. Si l'on considère les 5 dernières années, la chute du dollar est encore plus spectaculaire. En juin 85, il culminait à plus de 10 francs 50. Depuis, le billet vert a perdu la moitié de sa valeur. La COB est intriguée. La police de la Bourse aimerait bien connaître les conditions dans lesquelles le cours de l'action Michelin a chuté hier, chute liée aux difficultés de la firme. Michelin accuse en effet pour 1990 une perte de 2,3 milliards de francs. Un plan de redressement a donc été annoncé hier. C'est la stratégie du numéro 1 mondial du pneu à l'étranger qui est montrée du doigt, notamment aux États-Unis. Mais la chute du dollar pourrait faire plonger d'autres grands groupes français. Bernard Ségara. Bibendum a voulu être le premier mondial, il est devenu en avalant l'américain Uniroyal, mais il doit maintenant réduire son train de vie en raison de la récession américaine. Le marché du pneu est en surproduction, les pneus sont de plus en plus solides, le marché du poids lourd est en crise, enfin le dollar a maigri et avec lui les bénéfices de Michelin. Résultat, il doit freiner ses investissements de ses 4 roues, vendre ses stocks et réduire une fois encore ses effectifs. Il n'est pas le seul dans cette situation. Tous ceux qui ont mis les pieds à l'étranger, acheté des firmes américaines notamment, se trouvent victimes à la fois de leur endettement et de la crise du marché et du dollar. Bull par exemple, le 8e mondial de l'informatique fait 70% de son chiffre d'affaires hors de France. Au premier semestre, il perd ainsi près de 2 milliards de francs et a dû réduire lui aussi ses effectifs. Car s'installer aux États-Unis comporte des règles, affirment les dirigeants du groupe Essilor, le numéro 1 mondial de l'optique. La première, c'est qu'il faut avoir, c'est évident, de bons produits. La deuxième, il faut être fort sur son marché national avant de partir à la conquête des marchés internationaux. Et la troisième, c'est qu'il faut être persévérant. Comme au Monopoly, pour vendre, il faut racheter ses concurrents afin de maîtriser les prix. Ils sont ainsi 85 Français comme Bibendum à être les premiers mondiaux dans leur spécialité et à se battre à la fois contre les Américains et les Japonais. La grève des dockers continue à Dunkerque et cela inquiète sérieusement les entreprises de la région. 1500 patrons et employés ont en effet manifesté dans les rues de Dunkerque aujourd'hui pour protester contre la grève des dockers. Plus grave, Solac envisage de fermer 2 hauts fourneaux si le mouvement continue. Marie-Hélène Tichou. 1500 personnes ont défilé dans les rues de Dunkerque. Certaines entreprises du port et leurs salariés se sont mobilisés pour protester contre le blocage de leur activité à cause de la grève des dockers. Pour Philippe Rousseau, président de l'Union patronale, il est temps de penser à la privatisation des quais de Dunkerque. Au même moment, l'entreprise Solac, filiale d'usine Orsa-Silor, a annoncé qu'elle envisage d'arrêter 2 de ses hauts fourneaux ne pouvant utiliser le port pour s'approvisionner en minerais. 600 personnes seraient mises en chômage technique. Décision définitive lundi. Je crois que si nous avions dû faire du chantage, nous aurions annoncé beaucoup plus tôt des mesures catastrophiques. Nous avons tenu le plus longtemps possible et aujourd'hui nous disons, nous sommes obligés d'arrêter nos fourneaux et nous faisons tout notre possible pour maintenir un maximum de personnel de l'usine au travail. De leur côté, les dockers ont revoté la grève. Celle-ci dure depuis 24 jours. Ils réclament plus de travail. Pour la CGT, le patronat portuaire ne fait rien pour amener et chercher du trafic dans le 3e port de France de marchandises. Depuis un an, l'activité est en chute libre. La cause principale, selon le syndicat des dockers, pas assez d'investissement. Pour les employeurs, l'organisation et la réglementation du travail sont archaïques et ils parlent de la concurrence européenne. Depuis 3 semaines, c'est l'impasse. Le médiateur désigné par le gouvernement n'a pas réussi à trouver un compromis entre les 2 parties.
La grève des camionneurs, elle, s'est terminée cet après-midi. La frontière franco-espagnole devrait donc être débloquée dans les prochaines heures. Il était temps. Plusieurs entreprises françaises ont en effet été paralysées ces derniers jours. Après Renault, c'est Citroën qui ferme provisoirement ses ateliers. 15 200 personnes ont été mises au chômage technique. C'est le cas dans les usines de Rennes en priorité. Reportage sur place de Béatrice Nguyen. Ce sont au total 10 000 employés qui vont devoir rester chez eux lundi et mardi prochain. 10 000 sur les 14 300 personnes qui travaillent à l'usine Citroën de Rennes. Plus particulièrement touchés, les ouvriers des chaînes de fabrication qui ne peuvent plus travailler faute de pièces indispensables pour la production. On en est arrivé à un point tel que nous ne pouvons aujourd'hui effectivement sortir aucun véhicule, puisque nous avons, je citerai un exemple, des pièces comme le faisceau électrique de la voiture qui nous parviennent qu'avec d'extrêmes difficultés. Et c'est une pièce qui doit être montée dès le début de la construction du véhicule, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans la capacité de produire nos véhicules ici. 2 jours de chômage, oh, c'est pas bien méchant disons, mais peut-être que ça aille plus loin. Ouais. Origine des pièces utilisées pour le montage des voitures, l'unité de production de Vigo en Espagne. Elle aussi a dû stopper sa production depuis mercredi soir. Le blocage de la frontière franco-espagnole met donc Citroën dans une situation d'impasse et repose le problème de la politique de stock minimum adoptée depuis longtemps pour des motifs économiques. Si la situation aux frontières empire, la direction de Citroën envisage de prolonger ce chômage technique. Henri Nallet se dit et se veut serein. L'ancien trésorier de la campagne présidentielle de François Mitterrand répond aujourd'hui dans Le Monde aux attaques qu'il subit. « Je me sens solide », dit-il. « Je ne me tiens pas responsable », ajoute-t-il, de ce qui avait pu se passer avant et ailleurs. Et c'est une sérénité que le nouveau ministre de la Justice a voulu également afficher devant l'Union des syndicats de magistrats réunis à Lyon, des magistrats qui ont des états d'âme. Reportage à Lyon d'Albert Ipamonti et d'Edmé Poupard. Vent de fronde chez les modérés. Peu enclin par nature à l'extrémisme, l'Union syndicale des magistrats ne cache plus son irritation. D'ailleurs, ce congrès est placé sous le signe de la crise. Crise morale, crise d'identité, mais surtout crise matérielle. Les magistrats ont déjà tiré un coup de semonce. C'était en juin. Pour la première fois de leur histoire, ils ont fait grève. Pour rien ou pas grand-chose. L'avertissement, pourtant, n'a pas été compris. Le budget 1991 est médiocre. Nous le maintenons. Les promesses n'ont pas été tenues. S'ils avaient encore un doute, les juges sont désormais fixés. Henri Nallet ne sera pas un partenaire facile. Le garde des Sceaux n'est ni sourd ni aveugle à leurs revendications, mais il ne peut pas faire plus. C'est avec fermeté et même avec un tantinet de provocation qu'il l'a répété. Je m'apprêtais dans mes fonctions précédentes à présenter un tout autre budget. Et que, entre les deux, je dois vous dire que je considère que j'ai plutôt gagné au change. Léger murmure dans la salle. Contrairement aux agriculteurs, les magistrats sont des gens calmes, mais ils n'en pensent pas moins. Ce qu'il a dit, c'était vraiment très adroit. Il n'a pas biaisé les questions. Par contre, il n'a pas apporté de solution. Prochaine étape pour le garde des Sceaux, la journée du 23. Outre la journée d'action de la justice, il devra défendre son projet de budget à l'Assemblée nationale. Et là, il trouvera des interlocuteurs autrement plus difficiles que les magistrats. Nouveau défilé de lycéens à Paris. Ils projettent d'ailleurs d'organiser une manifestation nationale. La date n'est pas fixée, mais ils veulent protester contre le climat de violence qui s'étend quelquefois dans leurs établissements et contre un fléau qui s'appelle la drogue et qui se répand dans les lycées ou dans les cités. Et face à l'isolement et à cette image très négative des banlieues, certaines cités essaient justement de s'en sortir elles-mêmes. C'est le cas à Bagneux où les habitants et les assistantes sociales ont décidé ensemble de faire un pas vers les toxicomanes. C'est ce qu'on appelle la prise en charge communautaire. Sous ce terme un peu 68ard, c'est une présence constante, une écoute de chacun qui permet à ces jeunes de sortir de leur ghetto. La drogue, l'expérience se poursuit depuis 4 ans et c'est une réussite. Reportage d'Anne Rongère et de Christian de Carnet. Un soir d'été, c'était il y a 6 ans, 2 copains d'Amid sont morts d'overdose. C'est pour eux qu'il a écrit cette chanson. Tu la sniffes ou que tu la shootes, tu seras toujours en déroute. La mort de ces 2 jeunes, un électrochoc dans cette cité dortoir. Ici, la drogue faisait presque partie du décor. Mais comme dit Muriel, on était aveugle et muet. Et j'appuie sur l'ascenseur, il arrive, et là j'ouvre la porte et je vois un garçon, un jeune de, je sais pas, 19-20 ans,
complètement à moitié dans les pommes, les yeux qui roulaient et tout. Donc bon, j'ai vite compris, il y avait la seringue par terre, j'ai vite compris que le jeune était là depuis pas mal d'heures. Et donc ça veut dire que les gens sont venus comme moi, appuyer sur le bouton de l'ascenseur, ils ont ouvert la porte, ils l'ont trouvé, ils ont fermé. Contre l'indifférence, contre la peur, Muriel a décidé de se battre. Elle est devenue volontaire de santé. Sous la banalité du terme, un travail de fourmi. D'abord des rondes pour dissuader les dealers de rôder dans le quartier. Moins spectaculaire, donc plus difficile, une action en douceur pour changer les mentalités. Convaincre les gardiens d'immeubles d'alerter les travailleurs sociaux plutôt que la police. Convaincre le pharmacien de vendre des seringues pour lutter contre le sida. Le sida creusait de toutes les psychoses. Les gens ne savaient pas trop de choses sur la maladie. Ils avaient un petit peu peur et pensaient peut-être que ça allait s'attraper en parlant, en se touchant, en disant bonjour, mais c'est tout à fait faux. Sida égale ghetto social, la réponse, ce chalet en bois, insolite au milieu des tours. Tout un symbole. Avant, il y avait ici un cimetière de voitures, le rendez-vous des toxicomanes. Maintenant, c'est un lieu pour parler de leurs dérives ou de leur solitude. Ils nous jugent tout le temps, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Bon, c'est des voleurs, ils ont le sida. C'est comme s'il y avait deux mondes, quoi, les toxicomanes et les personnes qui ne prennent pas de drogue. Et bon, bah, c'est important qu'on passe la frontière, quoi. Plus discrète, mais tout aussi douloureuse, la solitude des familles. Louise, à gauche, a un fils toxicomane. 4 ans d'enfer derrière les volets clos. C'est sa voisine, volontaire de santé, qui l'a aidé à tenir le coup. La famille, pas question de la famille, c'était notre faute. Il y a une fois, tous les deux, on se dit, on est arrivé vraiment au bout du rouleau. On s'est dit, bon, bah, on va plus continuer comme ça, hein. Il n'y a plus rien à perdre. Tant pis, on le laissera se débrouiller tout seul, et puis nous, on va s'en aller. Et puis j'ai des... S'en aller, c'est-à-dire? Ben, supprimer, quoi. Derrière la grisaille des façades, un réseau de solidarité discret, mais solide. Même si, en toute lucidité, chacun ici le sait, la drogue et son cortège de drames se sont en fait déplacés à quelques rues de là. Le tranquille Alain Prost doit être très stressé en ce moment. Il n'a plus qu'une seule chance de rester champion du monde. Et cette chance, eh bien, ce sera dimanche à Suzuka, au Japon. Et Prost est bien parti. Il a devancé Senna aux essais, mais la bataille sera très dure. Comme toujours à Suzuka, l'année dernière, le championnat du monde s'était déjà joué au pays du soleil levant. Jean-Philippe Guillen. Depuis 2 saisons déjà, Suzuka décide du titre. En 88, c'est sur la piste nippone que Senna devient champion du monde. Et l'an dernier, c'est la chicane de ce circuit de 5 km 800 qui met un terme au conflit entre les deux pilotes McLaren. Senna est mis hors jeu, Prost décroche son 3e titre mondial. Cette année, 9 points séparent les deux hommes, toujours rivaux, mais qui évoluent avec du matériel différent. Premier pilote chez Honda, le Brésilien sait que son motoriste veut absolument briller sur ses terres dimanche. Mais Ferrari espère encore récupérer un titre des pilotes qui lui échappe depuis 11 ans. Forte de ses 6 victoires cette saison, la Scuderia croit aux chances de Prost. Pour cela, il lui faudra éviter à tout prix l'accrochage et la sortie de route, synonyme de victoire de Senna. La lutte pour la pole position n'en prend que plus d'importance. Ce matin, la première séance d'essai s'est résumée à une lutte McLaren-Ferrari. C'est Gerhard Berger qui signe le meilleur temps devant Alain Prost. Senna est 3e à 14 centièmes de seconde, Mansell est 4e dans la même seconde. L'écart est donc infime. Dans les deux écuries, les ingénieurs motoristes ne vont pas dormir beaucoup d'ici dimanche. Notez bien les pronostics de M. Courtine si vous voulez vous enrichir et si vous jouez évidemment au tiercé. Ce sera le tiercé Carte et Plus d'Auteuil, le prix Alain et Gilles de Goulin. Il y a 15 partants. M. Courtine vous suggère de jouer le 4, ce sera son joker, le 5, le 3, le 12, l'As, le 2, le 11 et le 7. Je vous laisse les noms. Ah non, le réalisateur est plus pressé que moi. Il est 19h59 et 30 secondes. Les rappels du titre du 19-20. Tandis que la famille du général Aoun et 3 de ses anciens officiers s'apprêtent à quitter Beyrouth pour Paris, la question des massacres d'une centaine de partisans du général Chrétien n'est toujours pas confirmée. Les autorités libanaises et syriennes démentent formellement ces exécutions.
Michelin sous haute surveillance, la commission des opérations de bourse vient d'ouvrir une enquête sur les mouvements jugés douteux du titre en bourse. Une forte hausse suivie d'une dégringolade quelques heures avant l'annonce du déficit prévisionnel de la société. Question, y a-t-il eu ou non délit d'initié? 24e jour de grève pour les dockers de Dunkerque qui ont décidé de poursuivre leur mouvement. Salariés et entreprises victimes de la grève ont manifesté ce matin pour protester contre le blocage du port. Conséquence de ce conflit, la fermeture prochaine des hauts fourneaux de Solac, le principal client du port. Échec de la tentative de réimplantation d'un pied après une mise en nourrice de 7 mois sur la main du patient. Un échec qui serait dû, selon les médecins, à des phénomènes infectieux 8 jours après cette transplantation. Et tous ces titres seront développés par Marc Hautemin au cours du journal Soir 3 à 22h35. Avant cela, Thalassa à 20h40, Thalassa qui sera ce soir sous les tropiques. Et à 21h35, un téléfilm franco-britannique, Tendre sera la nuit. Dans quelques secondes, la page complète du temps du week-end avec la blonde Florence Klein. Bonne soirée, bon week-end sur la 3. À lundi, 19h. Bonsoir. Bonsoir.